Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui bossent, ou tout du moins qui essayent de bosser, parce que tu en as beaucoup qui essayent de bosser sur ces sujets-là, de mettre des choses en place pour être attractif, de mettre des choses en place pour améliorer l'XP collaborateur, et au final, on n'arrive toujours pas à répondre en fait à ces attentes. Je vais à un dîner et on parle d'innovation, et je discute avec un DRH qui me dit moi, j'ai enlevé la période d'essai. La créativité, c'est pas toujours une fulgurance. Et c'est souvent pas une fulgurance. C'est quelqu'un qui va proposer un truc qui est pas waouh, sur lequel quelqu'un d'autre va arriver, et en fait, t'as une espèce de caillou pas beau, et puis après, tu décortiques et t'as un diamant brut, quoi. La créativité, c'est souvent ça. Le barbu qui parle RH, c'est du miel dans vos AirPods. Bienvenue dans le monde du RH qui bouge et qui prépare aujourd'hui le monde de demain. Moi, c'est Nico. Je travaille dans les RH depuis plus de 15 ans. Et je vous partage mon expérience à travers des clés et des interviews super stimulantes. Et pour nous accompagner, ce podcast est soutenu par Le Figaro Emploi et a été produit dans leur magnifique studio parisien. Vous êtes prêts ? Attachez vos ceintures, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a déjà traité des milliers de fois. On va parler du besoin d'attractivité des entreprises, de comment elles n'arrivent absolument pas à répondre aux attentes des collaborateurs, un sujet qu'on essaye de traiter, sur lequel on essaye de donner des solutions. Mais par contre, on va le traiter sous un nouvel angle, sous une nouvelle focale qu'on n'a jamais explorée. Et c'est pour ça que je suis super content de faire cet épisode, parce qu'on l'a préparé en off, et franchement, je pense qu'il va être pépite. Alors, je vous en dis pas plus, je vais juste déjà laisser se présenter l'invité du jour, et ensuite, on va avancer un petit peu sur le sujet en question, et sur comment on va le présenter. Et donc, aujourd'hui, pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Lobna Kaleja Benassine. Salut Lobna, comment ça va ? Super, et toi ? Bah écoute, ça va très bien. Oh mais quelle intro! T'as vu ça? La On est parti. J'adore. On est parti. J'adore. T'es prête pour ce podcast? Ah mais carrément prête. Alors pour en dire un petit peu plus, on a échangé en off et tu m'as dit il y a un sujet que je veux évoquer dont on n'a jamais parlé, c'est le sujet de la créativité en RH et de la créativité pour pouvoir justement répondre à certains besoins des entreprises et notamment ce fameux besoin de répondre aux attentes des collaborateurs. C'est bien ça? Ah, complètement. Donc c'est pour ça que je te dis que je suis trop content parce qu'on n'a jamais traité ce sujet. Donc voilà, donc vous êtes au courant maintenant. On va parler de la créativité RH pour sauver les entreprises et de comment les RH en fait peuvent être innovants et créatifs pour au final réussir à répondre aux attentes des collaborateurs et potentiellement des candidats. Et donc avant d'arriver un petit peu à ça, on va commencer à dérouler la plotte et on va partir d'un constat. Tu m'avais dit en off que le constat d'un point de vue RH c'était qu'on arrivait à la fin d'un cycle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette fin de cycle? J'essaie d'être concise, mais j'ai été DRH pendant 20 ans et on a essayé plein de choses, on a fait plein de choses. Quand tu regardes l'évolution du monde du travail, il y a eu des siècles d'évolution et il y a eu 10-15 années de grandes innovations d'un point de vue RH et j'ai plutôt envie de dire d'innovation organisationnelle du monde du travail. Et on se rend compte aujourd'hui, on est en 2025, qu'on ne répond pas aux besoins de nos collaborateurs et aux attentes qu'ont nos organisations. En fait, les organisations, elles ont 3 grands défis. Le premier, c'est l'attraction. Le deuxième, c'est l'engagement. Le troisième, c'est la rétention. Aujourd'hui, et tu le disais en intro, on n'y est toujours pas. Quand tu mets ça en perspective avec les attentes des collaborateurs, il y a 4 grandes typologies d'attentes. La rémunération, la quête de sens, l'équilibre pro-perso et la capacité de se projeter, donc d'apprentissage et de carrière. Ces 4 sujets sont aussi des enjeux sur lesquels on n'a pas de solution miracle. Et quand tu regardes, donc malgré ces siècles d'évolution, ces 15 ans d'innovation, quand tu interroges les salariés, toutes les études vont en ce sens-là, personne n'est vraiment satisfait. Donc, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que on arrive à la fin d'un cycle en fait, et que tout ce qu'on a essayé nous mène vers du mieux, mais ne nous mène pas vers une expérience collaborateur qui soit waouh. C'est aussi pour ça que les actifs se dirigent vers d'autres typologies de relations de travail, notamment le freelancing, etc. Aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à un momentum. Alors, j'ai souvent dit momentum, on m'a dit non, on dit pas momentum. Donc, un momentum où il faut qu'on se pose, en fait, et qu'on analyse ce qu'on a fait sur les 15 dernières années. Et on a fait des pas de géants sur lesquels on n'a pas capitalisé, pour plein de raisons. Donc, 1, s'arrêter, faire le bilan. Et 2, se dire, qu'est-ce qu'on fait des 5, 10, 15 prochaines années. Avec ce qui nous arrive là, lié à l'IA notamment, qui chamboule tout. Voilà, faut se dire que là, on est dans un moment où
il faut qu'on prenne des décisions, qu'on regarde ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien, et ce qu'il faut qu'on change. Et clairement, il faut qu'on bouge. Est-ce que tu penses qu'on est capable, justement, de percevoir dans la globalité qu'on arrive à la fin d'un cycle ou que, parce que généralement, quand tu dis on arrive à la fin d'un cycle, ça veut dire que clairement, on arrive à la fin de quelque chose. On statue, comme tu dis, on fait le point, on fait le bilan calmement. J'ai la ref. Ouais, merci. J'ai la ref. C'est pour ça que je me disais. Donc, tu vois, on fait le point et on se dit, OK, par rapport à tout ce qui a été fait, on va pouvoir avancer, justement, statuer et pouvoir avancer par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'on est capable de le faire réellement ou que cette fin de cycle, elle est un petit peu, on va dire, c'est pas utopique, mais elle est un petit peu inconsciente et qu'il faut naturellement, en fait, qu'on fasse plutôt évoluer les choses? D'abord, on n'a pas le choix, en fait. Quand tu regardes les difficultés qu'on a à recruter sur tous les métiers, y compris les métiers sur lesquels il n'y avait pas de sujet il y a quelques années. Aujourd'hui, recruter un auditeur, un expert comptable, quelqu'un dans la restauration, je parle même pas encore des métiers émergents, je parle des métiers classiques. Quand on voit la difficulté que c'est de les recruter, de les retenir, de les engager, on se dit qu'il y a quelque chose à faire et je refuse de croire que c'est une fatalité. Donc, il y a forcément quelque chose à faire. Après, quand on est en entreprise, on navigue dans un cadre qui est contraint. On fait avec les contraintes, avec les moyens. Et c'est vrai que on n'a pas toujours les meilleures conditions pour adresser ces sujets. L'IA, pour toi, enfin, c'est juste une petite digression, mais pour toi, c'est l'IA qui nous permet en fait de se dire on met fin à un cycle et on avance sur un autre, ou c'est plutôt l'évolution sociétale qui nous amène à se dire on arrive à la fin d'un cycle et on avance sur un autre? Ou c'est les deux? Non, alors je pense que l'IA est un élément parmi d'autres, mais pour moi, l'élément fondateur de cette réflexion, c'est de se dire que le rôle que joue le travail dans nos vies, il a changé. On est passé d'un rôle où le travail était essentiel, c'était notre raison d'être, entre guillemets, ou l'une d'entre elles, et aujourd'hui, on aborde le travail comme un sujet plutôt utilitariste. C'est ce qui nous permet d'avoir une vie, d'avoir des projets à côté, de faire autre chose. Donc, les entreprises n'ont pas intégré ce changement de paradigme et on continue à traiter nos collaborateurs comme si leur travail était en gros le Graal absolu. Non, ce n'est qu'un élément de leur vie et comme ce n'est qu'un élément de leur vie, il faut qu'on aille les chercher là où eux veulent qu'on aille aussi. Donc, après, on est une entreprise, on est une organisation, on traite un collectif, on a des contraintes budgétaires, des objectifs, mais on n'a pas intégré cette notion-là où ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là, en fait. Et on se rend compte qu'on leur donne pas toujours envie d'être là. C'est vraiment le côté réussir à comprendre les changements sociétaux qui vont être compliqués, ça va être des changements, enfin, je suis d'accord avec toi, tu as un changement générationnel, tu as une cassure, mine de rien, qui est là, entre guillemets, une ancienne génération, une nouvelle génération qui arrive, et puis une génération transitoire, qui sera un petit peu la nôtre, à toi et moi, on est au milieu de tout ça. On n'est pas des jeunes générations, on n'est pas de l'ancienne génération, on est un peu si vieux que ça. Non, mais c'est pour ça que je te dis, on est entre les deux. Et il y a une partie de notre génération qui est plutôt en mode c'était mieux avant, et puis il y a une partie de notre génération qui a envie de faire bouger les choses. Donc je suis un peu d'accord avec toi. Tu nous disais aussi, et c'est un petit peu à demi-mot ce que tu as dit là quand tu as parlé de la fin du cycle, qu'aujourd'hui on répond pas du tout aux attentes des salariés collaborateurs, et pourtant il y a des choses qui sont faites. Et ça, c'est quelque chose qui est impressionnant. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui bossent, ou tout du moins qui essayent de bosser, parce que tu en as beaucoup qui essayent de bosser sur ces sujets-là, de mettre des choses en place pour être attractifs, de mettre des choses en place pour améliorer l'XP collaborateur, et au final, on n'arrive toujours pas à répondre en fait à ces attentes. Moi, je me suis fait un constat, puisque j'étais dans une grosse agence de com jusqu'à il y a quelques mois. Et j'ai toujours eu à cœur de me dire, je vais proposer à nos collaborateurs ce qu'ils ont envie d'avoir. Et j'ai eu la chance dans cette boîte, comme dans d'autres, d'avoir carte blanche sur beaucoup de sujets. Et dans cette agence de com, on avait un panel. Je parle pas des bénéfices, mais des choses qu'on mettait en place à l'attention des collaborateurs. Work from anywhere pendant 1 mois dans l'année. Quand je l'ai annoncé, c'était juste une euphorie. Je me suis dit, demain matin, je vais recevoir en gros 100% de demandes. Il n'y aura plus personne à l'agence. On a mis en place la journée solidaire. On a mis en place une grande liberté sur le télétravail. Enfin, on a mis en place un champ des possibles. Avant que j'arrive, il y avait même des masseurs qui venaient. Je crois qu'il y avait une esthéticienne. Enfin, tu vois. Alors, je parle pas du baby-foot parce que voilà. En fait, tu leur offres un panel de champ des possibles qui est juste incroyable. Et en fait, les gens, ils vont pas.
Quand j'ai annoncé le work from anywhere, donc si tu veux aller travailler, d'où que tu veuilles dans le monde, dès lors qu'il n'y a pas de contrainte de visa et autres, tu peux le faire pendant 1 mois, sans contrainte de t'es à 3 heures de décalage, machin, mais tu t'adaptes à nos horaires. Je m'attendais à ce que vraiment ce soit dingo. Au bout d'1 an, j'ai eu 10 demandes, dont 3/4 dans la Creuse, dans la Drôme, machin. Bon. Et en fait, je me suis dit, le constat que je me suis fait, c'est que, ils ont besoin que ce soit là. Ils n'ont pas forcément besoin de l'activer. Donc ça, c'est un premier truc. Et l'autre, c'est qu'en fait, les conditions de travail qu'on leur offre ne leur permettent pas de libérer du temps et de s'organiser pour ça. Quand tu fais venir un masseur, quand tu mets un baby-foot, mais que les gens, ils n'ont pas le temps de l'utiliser, quand tu vois que quelqu'un joue au baby-foot et que t'attends, ça fait 3 semaines que t'attends qu'il réponde à ton mail, t'as un peu la rage. Et en fait, c'est toujours ce paradoxe en fait où entre ce que tu proposes, comment c'est compris, comment c'est utilisé, etc. Donc on met des choses en place, mais on ne met pas forcément les conditions pour qu'elles soient utilisées à bon escient. Et l'autre exemple que j'aime utiliser parce qu'il est parlant, aujourd'hui on parle beaucoup de santé mentale et c'est un vrai sujet. Sur lequel j'ai peu pris la parole parce qu'il y a trop de choses à dire et pour le coup j'ai été concernée par le sujet. Quand les entreprises font appel à des sociétés qui vont aider leurs collaborateurs à gérer leur stress, je vais en citer plusieurs pour pas faire de pub, mais quand je pense à Mokaker, à Thiel, à Olivia et à d'autres, pardon pour ceux que j'oublie, c'est génial. Et en même temps, les entreprises ne mettent pas les conditions nécessaires en amont pour régler le problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de respecter la charte de la déconnexion ? La charte la charte de la déconnexion. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue à accepter qu'on ait des managers toxiques ? Tu vois ? Et en fait, on n'adresse pas ces sujets. On trouve on met des pansements sur une jambe de bois, mais on résout pas le problème. Et on fait ça pour trop de choses. Parce que ces problèmes, ils sont trop difficiles à adresser. Les RH seuls, on n'a pas la main. Et c'est difficile d'embarquer un comex, c'est difficile d'embarquer une boîte. Et en fait, on n'adresse pas les choses de la bonne façon, je trouve. Et ça, c'est dommage. J'ai un peu l'impression, c'est hyper intéressant ce que tu dis, je m'en doutais pas. Et j'ai un peu l'impression que c'est une réflexion sociétale plus générale. Alors c'est une petite digression, une parenthèse, mais ce que tu dis, le fait qu'on mette des pansements surtout et qu'on ne s'attaque pas aux causes, est-ce que c'est pas un des maux de notre société au global? Parce que si tu fais cette projection, et qui est complètement réelle de ce que tu dis en entreprise, c'est-à-dire que oui, on met en place des choses pour quand il y a des problèmes de santé mentale ou autre, mais au final, l'intérêt, c'est de s'occuper de ce qu'il y a à la base, tu vois, c'est ça, c'est de pourquoi les gens sont en défaut en problématique justement de santé mentale, en problématique de burn-out ou autre. De la même manière, si les gens ne veulent pas partir ou n'ont pas le temps de pouvoir s'occuper et de pouvoir profiter de tout ce que tu leur donnes, ben à quoi ça sert de leur donner? Ça me fait vraiment penser à ce qu'on vit au quotidien dans notre vie en dehors de l'entreprise, quoi. Est-ce que au final, c'est pas une question sociétale plus globale? Est-ce que au final, on n'a vraiment pas du mal à vouloir s'attaquer aux causes ou à comprendre les causes et que on a tendance à se dire, c'est pas grave, il y a un problème, on va plutôt, justement, comme tu dis, guérir le problème plutôt que de s'attaquer à la source, quoi. Tu vois, c'est vraiment au côté, je te file des antibiotiques plutôt que de te mettre une écharpe pour aller à l'école, quoi. J'adore l'analogie. En fait, on est quand même... Tu parlais tout à l'heure de 3 générations, etc. Moi, je crois que les attentes, elles sont assez communes aux 3 générations. On dit souvent que la Gen Z veut de la liberté, de l'autonomie, machin. Moi, je veux aussi de l'autonomie, de la confiance. Tu vois, on veut tous les mêmes choses. Eux, ils ont eu le courage d'affirmer ce dont ils avaient besoin. Nous, on a un peu subi un cadre, etc. Ce qu'on ne subit plus aujourd'hui. Donc, tu vois, ils nous ont un petit peu ouvert la porte. Pour répondre à ta question, que j'ai oubliée, que tu vas me rappeler. C'était le côté si tu pensais que c'était pas un truc plus global au niveau sociétal. En fait. J'y viens. En fait, nos organisations, donc les entreprises, ne sont rien d'autre que le reflet de la société. Les gens que tu vois dans la vie civile sont les mêmes que tu vois dans ton entreprise. Après, tu as des microcosmes, tu as des particularités, mais c'est la même chose en fait. Et j'ai l'impression que le temps est devenu un vrai sujet et que plutôt que s'attaquer au gros sujet parce que c'est gros, parce que c'est lourd, parce que le résultat est incertain et qu'il faut beaucoup d'énergie et qu'il faut être nombreux, donc plutôt que mobiliser une foule pour lancer un truc qui va être long, en fait, tu vois, faire évoluer les mentalités, faire évoluer les façons de faire, c'est juste colossal. Et puis on
honnêtement, tu vois la montagne, tu te dis, voilà, mais tu te dis, plutôt qu'affronter la montagne, je vais contourner par le bas doucement, moi-même, etc. C'est insuffisant. Ça reste ça reste une action, tu vois. Une petite action plus une petite, etc. Ça peut faire gravir des montagnes, mais on pourra faire changer les choses qu'avec la force et la puissance du collectif. Et ça ne peut se faire qu'avec une prise de conscience collective. Et pour terminer là-dessus, on est quand même une société, on est très utilitariste, consumériste, je crois que ça se dit, et on aime le quick and dirty en fait. Donc le quick and dirty, c'est tu mets le pansement, t'as l'impression d'avoir fait le taf. Mais non, dans quick and dirty, il y a dirty. Ouais, et puis je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'on dit, c'est que dans tous les cas, il y a un problème sociétal. Aujourd'hui, on parle de l'entreprise. Ça serait bien de commencer par l'entreprise pour régler justement, pour avoir un nouvel angle d'approche, une nouvelle manière de fonctionner qui prenne les problèmes à la base et non pas a posteriori. Parce que de fait, les entreprises, je pense, aujourd'hui et même demain, ont une incidence plus forte sur la société que ce que peuvent avoir des politiciens ou autres. D'ailleurs, il y avait une étude, je sais plus qui avait sorti cette étude, qui disait que en France, en l'occurrence, les Français, à 76%, croient plus en les sociétés pour faire changer la société qu'en les politiciens ou autres qui sont censés nous faire le droit. Et donc, du coup, dans ce sens-là, on va continuer. Mais du coup, l'objectif du jour, c'est de montrer que la créativité peut changer ça. Et avant de montrer que la créativité peut changer ça, aujourd'hui, on a parlé de créativité, enfin en off, on a parlé de créativité et d'innovation, comme quoi elles peuvent réellement renverser la table. Mais est-ce qu'on peut repartir de la base? Parce que tu m'as dit que pour toi, il y avait une définition propre et surtout des différences qu'il fallait bien affirmer pour pouvoir comprendre le sujet dans sa globalité. Donc, je t'écoute. Alors déjà, un grand merci de me permettre de parler de ça. C'est un sujet cœur. Je trouve ça trop cool. Franchement, le sujet, je le trouve vraiment trop cool. Je suis ravie, c'est cool. En fait, en RH, on parle beaucoup d'innovation. Et ça fait 15 ans qu'on parle que de ça, et je trouve ça super. Sauf qu'on décorrèle la notion d'innovation de la notion de créativité. Elles sont liées, et pourtant c'est pas la même chose. La créativité, en fait, c'est un processus mental qui te permet en fait de regarder les choses avec un autre regard. Si tu mets un objet au milieu d'une pièce, s'il y avait quelque chose au milieu de la table, de là où je suis, je ne le verrais pas comme toi, tu le vois de ton côté. Et en fait, si tu veux t'attaquer à un sujet ou adresser un problème, c'est important de changer de regard parce que tu vas voir des choses différentes et tu vas pouvoir analyser les choses différemment et évidemment apporter des réponses différentes. En RH, on s'est toujours contenté de regarder les choses d'un point de vue RH. On a évolué puisqu'on travaille plus en mode collaboratif. L'intelligence collective a fait son chemin, etc. Mais on continue d'adresser les sujets avec un focal purement RH. Sauf que c'est fini, on peut plus faire comme ça. Donc la créativité, c'est un processus mental qui te permet d'aller regarder les choses sous un autre angle pour les voir différemment et apporter des choses différemment. Si tu fais les choses, et ça je te l'apprends pas, si tu fais la même chose, tu obtiens le même résultat. Donc ça c'est la définition de la créativité. La créativité, c'est quelque chose d'abstrait. C'est pas matérialisé, ça peut rester à l'étape d'une idée. Donc c'est quelque chose de très abstrait. C'est un concept. L'innovation, c'est le pendant de la créativité. C'est la concrétisation de l'idée, c'est la matérialisation de la créativité. Les deux sont liés. Tu peux avoir de la créativité sans innovation. Tu vois, tu peux juste être dans tu réfléchis, tu trouves des idées, tu analyses, etc. Et tu t'arrêtes là. Mais l'innovation, c'est le pas d'après. C'est le fait d'aller scorer et de matérialiser cette idée. Et donc, ce qu'on disait, c'est que on est tous créatifs. Ouais. Et ça, je trouve ça assez génial parce que c'est une réalité. Mais donc, du coup, ça m'intrigue de voir un petit peu ce que tu penses. Parce que tu me disais en off qu'on était tous créatifs ou qu'on pouvait le devenir ou qu'on pouvait stimuler notre créativité et tout. Parce qu'on a tendance à dire, tu vois, on parle d'innovation et l'objectif, c'est de parler de la créativité et de l'innovation en RH. Sauf que le problème, et c'est justement pas l'angle d'approche, le problème, c'est que souvent l'innovation et la créativité en RH, ne provient pas des RH. C'est-à-dire qu'elle provient de personnes qui vont t'ouvrir des nouveaux outils, qui vont t'inventer un nouveau truc qu'il y a aujourd'hui, ou qui vont te faire une nouvelle manière de créer une scorecard, un truc, un machin, enfin, ce que tu veux. Et donc, c'est des personnes qui sont conceptuelles, qui ne sont pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on imagine de base qu'un RH, c'est chiant.
faut être honnête. Au départ, il y a cette image-là, tu vois, du RH qui est chiant. Mais on est chiant. Non, mais là, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais on je le montre tous les jours. évidemment, c'est pas vrai. Et donc, du coup, tu vois, le RH, la fonction support, les gens sont chiants et tout, tu vois, on n'arrive pas à avancer. C'est pas des créatifs parce que pour nous, dans notre esprit, le créatif, c'est comment dire, le designer, c'est le ou la directrice artistique, c'est la vidéaste, tu vois, c'est ces gens-là. Et ce que j'ai vraiment kiffé, tu vois, dans notre off, c'est que tu disais que, en fait, on était tous créatifs. Et on pouvait la stimuler, on pouvait faire avancer ce côté-là. Donc ça, c'est le premier point qui va nous amener après au deuxième, qui est, justement, comment on travaille après cette créativité en RH. Mais déjà, sur ce premier point, je veux... Alors, c'est un sujet qui me passionne, donc je vais essayer d'être sharp. C'est un sujet que je trouve passionnant et dans lequel je suis un petit peu arrivée par hasard. Je te fais la short story parce qu'elle est importante. J'étais à un événement RH où je me suis inscrite à une conférence sur optimiser les charges sociales. Et j'allais me diriger, donc pas glamour. Hein. C'est ce que j'allais dire, mais super créatif, super fun, super... Et donc je me dirigeais vers la salle et une autre salle où je vois un homme au fond et qui allait intervenir en conférence. Et le nom de la conférence était « On est tous créatifs ». Charge sociale, créative, je me suis dit, je vais aller voir. Et ça a été un point de départ de tout mon cheminement vers la créativité. Et ce monsieur donc s'appelle Arnaud Potier-Rossi. On a plein de projets, on fait plein de choses ensemble. Tu dois certainement le connaître. C'est la fresque de l'IA. Exactement, il a lancé la fresque de l'IA que j'ai co-designé avec lui, cool. Pour le coup. Il a vraiment accompagné ma réflexion sur toutes les questions de créativité avec une autre personne que je tiens à citer parce qu'elle m'a beaucoup aidée, qui s'appelle Isabelle Gilbert, et avec qui je travaille sur une offre pour les entreprises, mais je t'en parlerai peut-être plus tard. Et en fait, on est tous créatifs. Dans un environnement RH, ça dénotait quand même. Et je suis allée à la conférence, on s'est reparlé après. En fait, il n'y a pas des gens intelligents et des gens pas intelligents. Il n'y a pas des gens créatifs et d'autres pas créatifs. Et j'ai longtemps cru, en fait, que autour de moi, il y avait les créatifs, tu vois, les gens un peu cool, qui avaient des métiers sympas, tu vois. Tu as parlé des directeurs artistiques, des designers, des vidéastes, donc des gens qui sont dans les industries un peu culturelles, créatives. Ça, c'était les gens un peu cool. Puis il y avait les gens un peu chiants, comme moi, comme d'autres. Et je pensais que c'était une fatalité. Et je découvre en fait qu'on est tous créatifs parce que la notion de créativité, elle n'est pas comprise. Tous ces gens dont tu parles, ils exercent des métiers de la création. Et nous, on est créatifs. Donc eux, par nature, sont créatifs, mais nous, on est aussi créatifs. Et quand tu te dis que la créativité, c'est un processus mental qui te permet de regarder les choses différemment pour adresser les problématiques de façon différente, voilà. Qu'est-ce qu'on fait en entreprise si ce n'est passer nos journées à résoudre des problèmes ? On fait que ça. Et en fait, c'est juste une façon de traiter les problèmes différemment. Et la créativité, c'est partout. Et on est tous créatifs. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je les invite vraiment à aller faire un questionnaire. Pas un questionnaire, mais en fait, il y a des typologies de créatifs. Je voudrais bien en parler si tu veux bien. En fait, il y a 4 typologies de créatifs. Donc dans un processus créatif, déjà, il y a 2 phases. Il y a une phase de divergence dans laquelle tu vas mobiliser des choses, je vais y revenir. Donc une phase de divergence où tu vas un peu aller dans tous les sens, etc. Il y a une phase de convergence où tu vas ensuite recentrer un peu le débat. Dans cette phase de divergence, tu as 2 typologies de créatifs qui interviennent. En tout, tu as 4 typologies. Tu as le clarificateur, je vais expliquer ce qu'il fait. Tu as l'idéateur. T'as le développeur et le réalisateur. Le clarificateur, c'est celui qui va prendre un problème et qui va l'analyser. Il va aller faire de la recherche. Il va documenter avec de la data. Il va vraiment découper le problème, décortiquer le problème pour le comprendre. Une fois que tu as toutes ces infos, c'est là que arrive la 2e étape du processus créatif, c'est l'idéateur. L'idéateur, il va arriver et il va prendre toutes ces infos, il va se dire, voilà, avec les problèmes, les enjeux sous-jacents, ce qui se dit, ce qui se dit pas, voilà les idées qu'on peut apporter pour résoudre le problème. Et le principe de cet idéateur, c'est qu'il propose des idées, mais sans aucune contrainte. C'est réaliste, c'est pas réaliste. Enfin, plus tu brides cette partie-là, moins t'es créatif. On a souvent l'impression que les seuls profils créatifs sont ceux-là, en fait. Alors que tout le monde intervient dans la chaîne créative. Donc, tu as le clarificateur,
tu as l'idéateur sur la partie divergence. Et ensuite, tu as, sur la partie convergence, tu as le développeur qui va prendre les idées, analyser les idées, et se dire, celle-ci, je caricature un peu, elle est bonne, elle est pas bonne, elle est réaliste, elle est pas réaliste, on peut la fine-tuner comme ceci, on peut la fine-tuner comme celle-là. Donc celui qui va en gros évaluer les idées pour se dire on prend pas. Et t'as le dernier, qui est le réalisateur, c'est celui qui va prendre tout ça et qui va aller scorer et rendre cette idée concrète. Et en fait, quand tu es dans des équipes créatives, moi qui travaille dans des agences de com, quand tu crées des groupes ou des équipes, quand tu as tous ces profils, c'est hyper puissant. Si on en revient au profil RH, tu vas me dire, nous, on n'est pas 15 à bosser sur un process ou sur un projet. En fait, on est tous un peu idéateurs, un peu réalisateurs, un peu clarificateurs. Mais on a des zones de génie. Là, on est les meilleurs. Moi, j'ai découvert que j'étais clarificatrice. Je trouvais ça un peu frustrant, moi qui voulais être idéatrice. Mais c'est comme ça, mais on a besoin de tout. Et on est on est un peu tous, chacun de ces profils. Et une fois que tu as identifié ton profil créatif, grâce au questionnaire donc, qui s'appelle le Foresight, je ne sais pas si je l'ai cité, F-O-U-R-S-I-G-H-T. Une fois que tu as identifié un peu ça va t'aider et tu vas comprendre quel est ton profil créatif. Donc déjà, si tu fais un test, ça va te donner des idées. Et ça, je trouve ça, moi, ça m'a beaucoup aidé en me disant, en fait, le fait que je questionnais tout, j'analyse tout, ça sert dans un processus créatif et elle est là, ma créativité. Même si je vais jusqu'au bout du process. Mais pour moi, la partie, par exemple, réalisation, elle me coûte. Alors que l'idéation et la clarification, elle est assez instinctive. Donc, une fois que tu as ces 4 profils, c'est important de savoir où est ta zone de génie pour mettre ton énergie là où il faut. Et quand tu réfléchis sur un process, tu as un problème RH, tu as un process à repenser, tu as une stratégie à poser, soit tu bosses avec d'autres et si tu connais leur profil, c'est aidant, soit tu es tout seul et puis tu es tour à tour un peu ça. Un truc qui peut être très rigolo, c'est que je l'ai modélisé, mais d'autres l'ont fait, je l'ai modélisé pour le ramener dans le monde de l'entreprise, c'est qu'en fonction de tes outils naturels, instinctifs et de ta façon de penser ou d'analyser les choses, tu vas être plus l'un ou plus l'autre. T'as ceux qui vont griffouiller, faire des petits trucs sur la table, t'as celui qui va utiliser le SWOT, t'as celui qui va beaucoup brainstormer, t'as celui qui va être dans l'observation, t'as celui qui va être dans le questionnement. Et en fait, tous ces sujets, la façon dont tu utilises ces outils de façon instinctive vont te ramener vers une typologie de personnalité. Et ça, je trouve ça génial. Donc, je trouve ça assez génial. Et en fait, tu modélises. Donc, en fonction de ces 4 typologies de personnalité, j'ai modélisé une boîte à outils pour chaque personnalité. Et en fait, j'ai créé je me suis aidée de l'IA pour le coup. J'ai créé un quiz, avec 15 questions qui te permettent, sans aller faire le foresight, qui te permettent de te mettre dans telle ou telle catégorie. Et en fait, quand je leur dis, est-ce que ces outils sont ceux que tu utilises ou ceux qui te paraissent spontanés? C'est assez fou de se dire que ça colle. Et comment tu fais pour la stimuler, du coup, cette créativité? Parce que du coup, tu dis, on est tous créatifs. Et c'est vrai, parce qu'on peut tous avoir en nous une petite partie, justement, de ce cycle créatif dont tu parles, qui est assez intéressant, parce que effectivement, quand tu es dans un groupe de travail, dans un groupe projet, dans une équipe de com ou autre chose, tu as effectivement toutes ces personnes-là, tu vois, qui sont le clarificateur, l'idéateur et tout, et tu les as. Et c'est assez marrant, parce que ce que tu dis, c'est une réalité, c'est-à-dire que même dans chacun de leur espace, en fait, ces personnes-là sont jamais toutes ensemble. C'est-à-dire, enfin, elles peuvent être toutes ensemble, ce que tu dis, mais elles ont vraiment des forces, des zones, les fameuses zones de génie dont tu parles. Donc, effectivement, mais alors, donc, j'ai bien compris le questionnaire Foresight pour savoir un petit peu où tu te situes. Mais comment ça, tu réussis à la stimuler pour aller un petit peu plus loin, tu vois? Est-ce que tu as des trucs pour justement stimuler cette créativité? Notamment pour les RH alors, je pense que pour les RH, à mon avis, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est peut-être potentiellement de faire ce fameux questionnaire. On mettra le lien, enfin, on mettra les références en commentaire, mais de faire ce fameux questionnaire pour finalement se découvrir et se dire, je pensais ne pas l'être, mais in fine, je le suis peut-être sur cet aspect-là, sur cet aspect-là ou sur cet aspect-là. Je pense que c'est important déjà de se dire, ok, je suis peut-être un peu plus que ce que je pensais être. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est le petit côté révélation. Et une fois que tu as ça, comment justement tu stimules cette partie-là? Avant de répondre à la deuxième partie, je reviens juste un peu avant sur l'on est tous créatifs. Donc j'anime des workshops là-dessus où j'accompagne des équipes pour penser leur créativité. Je commence toujours par poser la question, qui ici est créatif?
En fait, tu disent, 3/4 des gens te disent pas non. Ou alors certains, tu dis, ouais, je fais un peu du craft machin, ou je fais un peu de photos machin. Donc, il y a que ceux qui exercent des activités liées à la création, qui vont se positionner comme créatifs, et tous les autres vont te dire non. Quand tu leur expliques ce que c'est, comment ça s'utilise, etc., et que tu leur dis qu'on est tous créatifs, là, il y a déjà un premier effet waouh. Je voudrais quand même donner 2 exemples de créativité en RH, parce que pour ancrer un peu le truc. Moi, j'ai été DRH pendant 20 ans, et toujours frustrée de faire des choses où, tu vois, ça fait flop. On parle beaucoup des managers qui sont pas formés, pas accompagnés, pour plein de raisons, on va pas revenir dessus. J'étais au School Lab et on avait un batch, je crois qu'il y avait une 30aine de managers, soit des jeunes managers, soit des managers plus expérimentés, mais on voulait un peu aligner la vision, la culture managériale. Et en fait, généralement, ce que tu fais, je caricature vraiment. T'appelles des mots, tu prévois 2 jours, tu les envoies au vert. Vraiment, je caricature, c'est dur, mais bon, tu comprendras. Et tu te dis, ils ont passé 2 jours, ils ont créé du lien, mais au final, il se passe quoi? Pas grand-chose. Sauf ceux qui vont avoir envie de travailler ça, eux vont s'approprier le truc, mais sur les 30, si t'en as 3 qui le font, c'est bien. Du coup, je me suis dit, voilà, il faut que j'aborde les choses de façon un peu différente, parce que la façon dont on le fait jusqu'à présent est pas satisfaisante. Et du coup, plutôt que partir sur un one-shot de 2 jours ou de 4 jours, je me suis dit, il faut qu'on fasse un process long. C'était en 2019, tu vois. Donc, on fait un process long avec des temps ensemble, des temps seuls. Et en fait, dans l'accompagnement managérial que j'ai mis en place, on était accompagné par une boîte qui nous a mis en place des sessions collectives avec des apports théoriques, aussi des jeux de rôle. Entre chaque session, donc on partait sur 6 mois, entre chaque session, il y avait un chatbot qui s'appelait Hugo, je crois, qui nous envoyait un peu de veille, qui nous envoyait des exercices à faire, donc pour rester un petit peu en alerte. On a mis en place un coach à résidence parce qu'on s'est dit que nos managers avaient peut-être des problématiques dont ils voulaient pas parler au groupe, pas parler à moi en tant que DRH, donc ils allaient parler de leurs problématiques à un coach en one-to-one. Le truc était libre et carton plein. On a organisé une Learning Expedition. On est allé à l'époque chez Mazars, où ils nous ont parlé de leur culture managériale pour nous ouvrir, pour comprendre comment ça se passe ailleurs. Et on a organisé des ateliers de codev. Donc tout ça sur 6 mois. Et en fait, tu te dis que si les gens préfèrent le codev, s'ils préfèrent le coaching, en fait, tu abordes le truc de façon un peu plus 360, avec du learning by doing. Et honnêtement, c'était game changer. Et le coût était pas plus important que le one shot. Donc tu vois, essayer d'aborder le truc un peu différemment te permet d'avoir des résultats différents. Ça, c'est un exemple qui m'a marqué parce que c'était génial. Déjà organisé, et puis voilà. L'autre exemple qui est plus court à expliquer, c'est que je vais à un dîner et on parle d'innovation et je discute avec un DRH qui me dit moi, j'ai enlevé la période d'essai. Et je regarde, tu enlèves la période d'essai? Je me dis, mais il est taré ce mec. Et puis je prends les transports en rentrant, mais je me dis, mais en fait, ça c'est de la pure innovation frugale, c'est des trucs qui coûtent rien, qui peut être game changer, ça répond à un enjeu, ça va te chercher des populations, enfin ça répond pas à toutes les problématiques, mais et en fait tu creuses le truc, mais tu te dis, mais oui. Et en fait, on a toujours mis en place une période d'essai, parce qu'il y a toujours une période d'essai. Je suis arrivée dans ma boîte le lendemain, je dis, j'ai une idée, peut-être qu'on peut faire ça. Et je m'attendais à ce qu'ils me regardent comme une folle furieuse, tu vois. Ils m'ont dit, bah ouais, c'est pas une révolution, c'est... Ah si, c'est une révolution. Et pour le coup, je l'ai proposé, tout le monde était hyper emballé. Et ensuite, on a un peu creusé le truc et on m'a dit, le message, il peut être mal interprété. Moi, le message, c'était, on fait confiance à nos recrutements. Donc, notre équipe RH et les managers, on leur fait confiance. Donc, c'est nous qui prenons le risque de se planter. Et en plus, on avait fait des stats sur 100 recrutements, N-1. On avait 3 ruptures de période d'essai. Donc bon, les KPI étaient vite vus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui pouvaient interpréter le message comme on est tellement en galère pour recruter que en gros on lève ça. Alors que, du coup, voilà, on n'est pas allé au bout de la démarche, mais tu vois, c'est une innovation, c'est de la pure créativité, c'est de la pure innovation frugale qui peut être game changer, accompagnée avec vraiment la bonne sémantique, le bon message. Donc voilà, en RH, on peut faire plein de choses avec pas grand-chose des fois, mais juste avec un changement de mindset. Et il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Je dis pas que voilà, mais innovation et créativité, vraiment, faut splitter le truc. T'as pas répondu à ma question. Oui.
Rappelle-la moi parce que j'allais venir. Comment on stimuler? Ouais. Parce que là, t'as passé sur la dernière partie déjà, et t'as pas stimulé. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Pardon. Je t'en veux pas, c'était très intéressant. T'as vu, je ne t'ai absolument pas coupé parce que c'était très intéressant. En fait, ouais, on a, comme on a des typologies on a des archétypes, enfin, on appartient tous à un archétype avec les 4 archétypes que je viens de partager. En fait, on fonctionne pas de la même façon. Et il y a en gros des éléments qui font que des conditions qui te permettent de stimuler ta créativité. Quand on parle de créativité, on pense souvent à l'eureka en fait. T'as l'impression que les mecs ils sont dans leur bulle et à un moment donné il y a une fulgurance. La créativité c'est pas toujours une fulgurance et c'est souvent pas une fulgurance. C'est quelqu'un qui va proposer un truc qui est pas waouh, sur lequel quelqu'un d'autre va arriver et en fait t'as une espèce de caillou pas beau et puis après tu décortiques et t'as un diamant brut quoi. La créativité c'est souvent ça. En fait, tu te rends compte que et on fonctionne pas de la même façon. T'as déjà le moment de la journée en fait. Il y en a qui sont créatifs le matin, il y en a qui sont créatifs l'après-midi, il y en a qui sont créatifs le soir. Il y en a qui sont créatifs dans les moments de ce qu'on appelle les moments de transition, au réveil, avant le coucher. Il y en a qui vont être créatifs après ou avant le déj. Donc en fait, si tu arrives à te poser et à capitaliser dessus, donc ça, le moment de la journée, si tu arrives à identifier ces moments où en gros t'as le cerveau qui fusionne, où t'as la bande passante pour réfléchir, où en fait tes idées, tes informations vont un peu se connecter. Si tu arrives à te poser, et il y a des méthodes pour le faire, tu vas arriver à te dire, voilà, si j'ai besoin de travailler sur des problématiques un peu complexes, je vais peut-être le faire plutôt avant le déj, après le déj, le matin, le soir, le week-end. Après, t'as les environnements. T'as des gens qui vont être très créatifs dans des environnements sonores, dans des environnements visuels, dans des environnements externes. D'autres vont l'être davantage dans des environnements épurés, dans des environnements sans bruit, ou avec, tu sais, les bruits blancs. Tous ceux qui ont des enfants connaissent les bruits blancs. Voilà. Comme les aspirateurs. Et en fait, aspirateurs, sèche-cheveux et autres. Et en fait, une fois que tu le sais, tu vas te mettre dans ces conditions-là. Certains vont être dans leur process créatif va être plus puissant quand ils sont sous la douche. D'autres, c'est quand ils cuisinent. D'autres, c'est quand ils lisent. Et en fait, quand tu analyses tout ça, et je te disais, il y a des façons de le découvrir. Bah, quand tu sais que tu es créatif, que tu as des instants dans lesquels peut-être tu te dis pas, j'ai 1 heure, tu sais, tu peux pas mettre dans ton agenda 1 heure pour être créatif, tu vois. Mais que tu arrives à te dire, j'ai besoin de ça pour connecter mes idées, pour qu'elles puissent faire émerger des choses, bah, tu vas aller stimuler ta créativité en créant ces moments et en les forçant. Voilà. Et on n'a pas tous les mêmes. Moi, mes moments de pure créativité, c'est quand je suis en interaction avec les autres. Je prends un truc, un autre, machin. Il se passe plein de choses. Alors parfois, je passe du coq à l'âne et c'est un peu fatigant pour les gens qui sont avec moi. Mais je suis comme ça. Voilà. J'ai décidé de plus lutter. Et puis à un moment donné, je vais être seule et j'ai besoin de ces moments où je suis seule. Et en fait, les trucs vont se connecter, en fait. Et ça, c'est... Voilà. Et ça, c'est... Mais donc, du coup, on fait comment si tous les RH sont créatifs sous la douche? Tu vois, parce que du coup, on va pas mettre des douches dans toutes les entreprises, tu vois, ça va être compliqué. Bah, en fait, l'idée, c'est pas en fait, tu peux avoir ton idée sous la douche, mais c'est pas sous la douche que tu vas la réaliser. Oui. Mais tous les DRH prennent une douche, Ouais. a priori. Non, et mais du coup, donc, on est tous en capacité d'avoir cette, je vois petite le fenêtre. concept. Super intéressant, mais ça veut dire aussi, je pense, et là, tu vois, avant de rebondir sur la dernière partie, ça veut dire qu'il faut vraiment que les RH et les entreprises prennent conscience que justement les RH peuvent être créatifs et qu'on est tous créatifs, parce qu'il y a cet aspect-là. Parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est bien, mais il faut le mettre en place. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre les points dont on a parlé, c'est-à-dire le fait de se poser et de se dire « je suis créatif, je le suis forcément ». Quelque part, donc à quel niveau, sur quel aspect, tu vois, des 4 dont tu as parlé. Une fois que ça a été fait, qui est-ce dans mon équipe ou autour de moi peut m'aider et peut avoir d'autres aspects, ou si je suis tout seul, comment je fais pour pouvoir le faire. Et ensuite, derrière, se poser et réfléchir justement à quels sont les moments qui sont les plus stimulants pour moi, pour pouvoir justement organiser cette créativité et pouvoir la stimuler. Donc je pense qu'il y a déjà une prise de conscience à avoir du sujet. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant d'en parler, parce que ça peut permettre justement de prendre conscience du fait que tout le monde est créatif et qu'on peut mettre en place quelque chose qui peut justement amener à cette créativité. Et une fois que ça sera fait, on pourra passer à la dernière étape, qui est le fait de se dire, mais comment cette créativité va pouvoir vraiment sauver les entreprises? Comment la créativité RH aujourd'hui peut quelque part sauver les entreprises et faire en sorte de renverser cette table, de comprendre in fine, alors
pour moi, il y a deux aspects. C'est-à-dire que tu pourras être le plus créatif du monde. Si t'as pas compris que le monde avait changé, de toute façon, ça marchera pas. Parce que tu pourras pas... Si t'es créatif, tu l'as compris. Alors, voilà. Donc, j'espère que tout le monde sera créatif. Ou peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise qui ne le sont pas parce qu'ils l'ont pas du tout compris. Du coup, si t'as compris que le monde a changé, comment tu peux faire en sorte justement de stimuler cette créativité et comment les RH concrètement en fait peuvent clairement sauver les entreprises, tu vois? Comment on peut le faire? Comment ça peut se passer concrètement? Au-delà des deux exemples que tu as cités, qui sont une première base en fait d'évolution. En fait, si nous RH, on attend à ce qu'on nous demande d'être créatif, je crois qu'on va attendre encore longtemps. Quand je suis arrivée chez Ogilvy, donc ma dernière agence de com dans laquelle j'ai travaillé, on est dans un pur environnement créatif. Ogilvy fait partie des agences mondiales les plus créatives, avec plein de prix, etc. Moi, j'arrive dans cet environnement-là. Je me définissais déjà avant comme DRH créative. C'est pas ça qu'on attend d'une DRH. On attend que tu innoves, on n'attend pas que tu sois créatif. Et tu arrives dans une industrie créative où tu as des équipes qu'on appelle les créatifs. Et tu arrives en disant « je suis créative ». Déjà, tu crées un truc, ça tend un peu. Mais ils sont tous conscients, en fait, tout le monde, dans ces environnements-là, tout le monde sait qu'on est tous créatifs. En revanche, l'assumer, le porter, je vais pas dire le revendiquer, c'est encore un pas. J'aurais pu me dire, écoute, la créativité, c'est eux, moi je me contente de faire mon taf, mais non, c'est une vraie valeur identitaire chez moi, ma créativité. J'ai mis du temps à l'assumer. Et c'est pas parce que j'allais arriver dans une entreprise, une agence créative, que j'allais me remettre dans un carcan traditionnel. Et en fait, quand tu expliques ta vision de la créativité et qu'elle vient pas en confrontation avec leur métier et qui, eux, c'est les métiers de la création, on parle pas de la même chose. Et quand tu expliques cette différence-là, ça devient une évidence. Et dans les industries créatives, comme dans toutes les industries, on a besoin de personnes créatives, on a besoin que cette créativité, elle s'exprime parce qu'elle est fondatrice. Aujourd'hui, moi, je crois que avec tous les problèmes qu'on rencontre dans nos organisations et dans la société civile de façon générale, ce qui va nous aider, c'est notre créativité, c'est notre résilience et c'est la force de nos convictions et comment on va les défendre. Et c'est aussi ça que je milite parce que je trouve ça important. Si toi, RH, tu n'assumes pas cette part de créativité, personne va venir te chercher là-dessus. Donc déjà, en être conscient, la travailler et ça va se voir dans la stratégie que tu proposes, dans la posture que tu as, dans ton discours. En fait, c'est quelque chose que tu vis, en fait. C'est pas juste un étendard que tu lèves, tu vois. Ça, c'est important d'incarner cette créativité pour qu'elle te soit attribuée, entre guillemets. Ça, c'est la première partie de la question. 2, aujourd'hui, dans nos organisations, elles sont malades. Et je sais plus, la formulation, c'est il faut être malade pour travailler dans les organisations malades, pour être aligné en fait. Et en fait, non, moi j'ai pas envie de twister mon cerveau pour faire des choses, pour rentrer dans un mode qui est pas normal. Et en fait, il faut qu'on affronte ces sujets et il faut qu'on les adresse et prendre chaque problème. Les aborder de façon créative. Et il y a des méthodes comme le creative problem solving, qui est une technique de résolution de problèmes de façon créative. Et en fait, tu les abordes de façon très différente et tu vas petit à petit résoudre beaucoup de problèmes en les adressant un peu différemment. Trop cool. Donc on a fait le constat du point de vue RH comme quoi on arrivait à la fin d'un cycle. Ensuite, on a vu que les entreprises essayaient de faire des choses pour répondre et mettaient en place des choses pour pouvoir répondre aux attentes des collaborateurs, mais qu'elles n'y arrivaient pas. On a défini la créativité, l'innovation, ce qu'il en était, ces fameux 4 profils dont on a parlé, pour pouvoir arriver justement à la fin de se dire que on était tous créatifs, que les RH devaient être créatifs, devaient s'en rendre compte, devaient réussir à stimuler cette créativité pour intégrer les problématiques qu'elles vivaient au quotidien dans un workflow de créativité afin d'arriver à des solutions et des innovations et que ça, potentiellement, ça allait sauver les entreprises. Donc, trop cool parce que c'était vraiment ultra intéressant. C'est pour moi, en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a de l'actionnable, en fait. On sait maintenant ce qu'on peut faire et comment les RH peuvent se diriger. Donc, j'espère que ça va susciter des vocations et des évolutions au sein des entreprises. En tous les cas, c'est l'objectif. Dernière question, parce qu'on parle d'évolution, on parle de tout ça. Tu le vois comment? Alors, c'est la question phare, hein, mais tu le vois comment, le Future of Work? Tu vois comment, en fait, les RH dans 5 ans, dans 10 ans?
dans 20 ans, dans 50 ans, dans ce que tu veux. Tu vois comment l'évolution? Enfin, j'aime bien ta question de la fin, c'est genre, c'est là où il faut conclure, alors que là, j'ai plutôt envie d'ouvrir, tu vois. Ah, mais tu peux ouvrir, justement. Ouvre. En fait, il se passe plein de choses. Et je vais faire hyper court, pour le coup. Il se passe beaucoup de choses. Moi, je pense que la fonction RH doit se réapproprier son rôle. Il faut qu'on arrête de nous dire quoi faire et comment le faire. Il faut que nous, on soit suffisamment aguerris, assertifs, pour mettre les barrières, mettre les limites, être au clair sur ce qu'on peut pas faire, quelle est notre valeur, qu'est-ce qu'on crée pour l'entreprise et de quoi on a besoin pour la créer. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième, c'est de prendre le temps de réfléchir. On est trop dans le run et c'est never ending en fait. Et ça, à un moment donné, c'est pas possible. Moi, ma vision de la fonction RH, moi, je suis convaincue, alors c'est peut-être un peu hors sol, hein, mais voilà, c'est ma conviction, c'est que le DRH d'aujourd'hui, s'il veut bien faire son taf, il doit se dégager de l'opérationnel. Il doit avoir un peu comme les CEO, ils ont un chief of staff, tu vois, qui permet de faire tourner la machine. Je pense que le DRH, il doit avoir un côté visionnaire. Il doit faire de la prospective. Aujourd'hui, on peut plus avoir des DRH qui sont que dans les opérations parce que tu passes à côté de l'essentiel. Tout se passe aujourd'hui en dehors de ton entreprise. Le côté collaboratif que les DRH ont de plus en plus développé parce qu'en interne, elles se sentent seules et par conséquent, c'est important d'avoir un collectif derrière soi. Donc le côté collectif, il est important. Le côté visionnaire et prospectif, il est important parce que tu vois les tendances arriver, tu vois les problèmes émerger, tu vois les solutions qui commencent à être apportées ailleurs ou qui sont en train de se tester. Et c'est important que tu ailles chercher à l'extérieur des choses que tu vas pouvoir implémenter à l'intérieur. Mais tu peux pas être dans la strate, dans les opérations, dans la vision, tu peux pas plus embarquer, c'est pas possible. Donc pour moi, le DRH de demain, c'est un RP en fait. Il apporte de l'extérieur, il crée à l'intérieur et il communique à l'extérieur. Pour moi, c'est le côté visionnaire, le côté prospectif, le côté analytique, le côté libéré des opérations, le côté focus, stratégie, vision, culture, valeur est hyper important. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la compétence. Dans le World Economic Forum, j'avais dit que je ferais court, mais non, je fais pas court, tant pis. Dans le World Economic Forum, je crois que c'est dans la dernière étude, il disait que 67%, pardon si les chiffres sont pas bons, mais le chiffre est important, enfin il y en a beaucoup, des 67% des patrons estiment qu'ils vont avoir plus de problèmes à trouver les compétences qu'à trouver des clients. Donc là, on a quand même un sujet. Donc maintenant que les patrons se rendent compte que les compétences, c'est important, on va peut-être enfin donner les moyens aux RH de faire leur travail correctement. Et les compétences, ça va être le nerf de la guerre. On parle beaucoup des skill-based organization, on parle beaucoup des outils liés à la gestion des compétences, et là, j'y crois. Et moi, ma conviction, c'est que j'ai envie, et c'est ça que je vais porter comme message, j'ai envie de mettre un peu mes deux dadas au service de la fonction RH, mes deux dadas qui sont la créativité et l'intelligence artificielle. Et je pense que ces deux leviers vont être game changer dans les mois, années à venir pour aller chercher une fonction RH plus influente, plus impactante, plus engageante, plus percutante, plus efficace, plus tout ce que tu veux. Mais là, on est dans une espèce de tourbillon. Il faut arriver à sortir de ce tourbillon pour regarder un peu les choses en face et se projeter et préparer la suite. Et c'est compliqué de préparer la suite en tant que DRH quand il faut que tu gères le présent, qui lui est déjà challenging. Je suis assez en phase avec toi sur ce côté-là parce que ça permettra, enfin, il y a une place à retrouver du RH dans l'importance du développement des entreprises et justement de cette prise de hauteur pour pouvoir comprendre comment on va réussir à développer le RH au sein de l'entreprise afin de développer l'entreprise en parallèle et enfin même pas en parallèle, conjointement, clairement. Et ça, je trouve ça intéressant et c'est là où aussi la créativité va faire toute son œuvre, comme tu dis, potentiellement aidé par l'IA, mais où la créativité va faire toute son œuvre parce qu'on a besoin de cette créativité pour pouvoir justement créer ces chemins qui nous amèneront à demain. Trop cool. Merci beaucoup, Domna.
Merci à toi. C'était trop cool. Merci beaucoup. J'étais ravie. Et on a passé un super moment. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment hyper intéressant. J'espère que ça aura plu à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je te dis à très vite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Félicitations! Vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout. Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH d'aujourd'hui et de demain. C'est gratuit et surtout, c'est fait avec le cœur. Le meilleur moyen de nous aider? Vous avez juste à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et à très vite. Merci encore au Figaro Emploi de soutenir le podcast du Barbu qui parle RH.